Alors, je vais commencer cette table ronde en prononçant un gros mot qui n'a pas été écrit, mais que je vais prononcer, puisqu'elle a pour thème jeunesse, fuck the system. C'était pas écrit, mais c'était évidemment sous-entendu. Donc, nous avons peu de temps, nous avons 45 minutes pour discuter de cette thématique. Nous avons 4 intervenants aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais je n'y peux rien, mais ce n'est pas moi qui ai fait le plateau. Mais en tous les cas, ce sont des intervenants de très très grande qualité. Honneur aux femmes et aux jeunes. Manon Delplanche, qui a 25 ans. Je les présenterai, on reviendra après sur leur parcours. Henri Quinson, qui est un ancien trader, un ancien moine, mais qui a d'autres casquettes, d'autres arcs à son fusil. Frédéric Dabi, que vous avez l'habitude de voir à la télévision, puisqu'il est le directeur de l'IFOP, donc c'est un habitué des sondages. Et la star locale, que vous connaissez tous, quoi, toutes et tous, j'en suis sûr, Hervé, André, voilà, Benoît André, qui est le CEO d'Hurricane et qui qui anime chaque année la FISE. On reviendra aussi sur cet événement. La FISE, pardon. J'ai mal révisé ma fiche. Désolé, je ne suis pas du Sud. On va commencer par Frédéric. Frédéric a l'habitude des chiffres. Il les étudie tout au long, il les a étudiés pendant ses études. Il a un DEA de politique, économie, passé à la Sorbonne. Voilà. Bon, je vais passer très rapidement son CV. Et il est spécialiste des chiffres puisqu'il est donc à l'IFOP. Il connaît très bien la jeunesse. Il connaît d'autant mieux la jeunesse qu'il a procédé à plusieurs grandes études. Et il est lui-même l'auteur d'un livre qui s'appelle « La fracture ». Alors, première question, assiste-t-on à une fracture? Cette génération est-elle vraiment si différente? Perso, j'en doute, mais bon, on verra. J'aimerais bien voir la génération qui fera la révolution. On verra, à part la quête de sens, mais on verra. Et surtout, donc, 83% de cette génération pense qu'elle est différente, notamment par rapport à la génération de 1950, des années 50, qui estimait être, elle, à 17%. Frédéric? Merci Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Merci au MEDEF de cette invitation ici dans la région Montpellier-Rennes. Effectivement, vous le disiez, l'IFOP, on a la chance d'être un institut qui n'est pas jeune. On est un vieil institut créé en 1938 et c'est vrai qu'on a une profondeur historique sur les enquêtes jeunes dont je me suis servi pour le livre dont vous avez gentiment parlé, La fracture. L'IFOP en 1957 fait une première enquête auprès des jeunes. C'est la première enquête auprès des 18-25 ans, alors qu'à l'époque la majorité était à 21 ans. Et cette enquête a été refaite tous les 10 ans. Et c'est à partir de ces enquêtes que Françoise Giroud, qui était la patronne du journal L'Express, avait forgé le concept de nouvelle vague. Elle avait senti que cette jeunesse pouvait être différente des autres générations. Comme vous le dites, Nicolas, ce n'était pas le cas en 1957. Même en 68, quelques semaines avant mai 68, on n'avait qu'un tiers des jeunes qui considéraient notre génération est à part et différente des autres. Dans le cadre du livre, j'ai refait cette enquête en 2021 et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Je suis sondeur depuis plus de 20 ans et je ne sais faire presque que ça, mais je ne suis pas sondophile. Le sondage, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais quand on peut l'inscrire dans le temps, dans une historicité, on peut répondre aux questions suivantes. Est-ce qu'il y a une fracture générationnelle entre les jeunes, que ce soit les primo-votants, les moins de 25 ans ou les moins de 30 ans par rapport aux autres Français? Est-ce qu'il y a une fracture entre les jeunesses, c'est-à-dire est-ce que la jeunesse des années 80, à laquelle j'ai joyeusement appartenu, celle des années 90, est différente de la jeunesse actuelle, celle qui a vécu la crise terroriste? On oublie toujours que le profil des victimes des attentats du 13 novembre des terrasses, c'était des jeunes. La crise environnementale, écologique. Dans les années 50, on avait un tiers des jeunes qui se déclaraient être prêts à mourir pour la France. Dans l'enquête Nouvelle Vague de 2021, on avait 25% qui déclaraient être prêts à mourir pour la planète. Ne prenons pas le sondage au pied de la lettre, pas la peine de fermer les fenêtres et empêcher les jeunes de se jeter par la fenêtre, mais c'est le reflet de cette éco-anxiété et crise Covid qui a été si forte qu'on a été réduit
à résumer cette jeunesse comme une génération sacrifiée, comme une génération malheureuse, comme une génération qui est touchée par la malchance. La phrase d'Emmanuel Macron, hein, c'est dur d'avoir 20 ans, qu'il avait prononcé en octobre 2020. Et ce livre, grâce à cette profondeur historique, on arrive à essayer de voir les différentes fractures. Jeunes et moins jeunes, jeunes par rapport aux jeunes passés, et surtout, et avec les profils de Manon et d'Hervé, la jeunesse n'est pas un bloc monolithique. Parce que la jeunesse est toujours très difficile à saisir, on en est réduit à lui accoler des épithètes, génération sacrifiée, j'en parlais, génération climat, génération Greta Thunberg, génération Charlie, alors qu'elle n'est absolument pas Charlie, bien sûr. Tout ça, c'est une manière un peu paresseuse de ne pas penser et de ne pas comprendre cette jeunesse. Maintenant, c'est vrai que dans l'enquête que l'on a faite, j'ai été stupéfait de voir cette jeunesse qui, à 88 ou 89%, disait on est une jeunesse, on est une génération à part comparée aux autres Français, et à 85%, une génération à part comparée aux jeunesses passées. Parce que cette jeunesse a vécu des chocs, j'en parlais, parce que cette jeunesse a vécu ce choc Covid qui a fait bouger toute une série de repères qu'on a vus dans nos enquêtes faites passer. Une remarque toute simple, on demande dans l'enquête, est-ce que les jeunes se sentent heureux? C'est des questions les plus simples et peut-être les plus simplettes qui sont les plus intéressantes. Par rapport à la jeunesse des années 90, on a 27 points de moins. Alors moi, quand j'annonce à un homme politique qu'il a perdu 5 points dans une enquête d'opinion, c'est la fin du monde. Alors, rendez-vous compte, 27 points de moins. Est-ce que cette jeunesse vit dans une société de chance ou de malchance? La part de société qui est une société chanceuse a perdu 36 points. Voilà. On a des évolutions tellement fortes qui fait qu'il s'est passé quelque chose. Je ne suis pas non plus dans le livre dans un discours catastrophiste, loin de là, parce que cette jeunesse, on le voit aussi, elle est extrêmement résiliente, elle a tourné depuis très longtemps, et même avant l'ensemble des Français, la page Covid. Alors c'était jusqu'à cette rentrée où vous avez peut-être vu une enquête IFOP sur l'optimisme qui n'a jamais été aussi faible depuis qu'on pose la question, mais là aussi, l'enchaînement des crises, l'enchaînement des périls, les crises protéiformes, l'inflation, le Covid, l'Ukraine, tout ce qui s'est passé, la crise sociale, les gilets jaunes, fait que la société n'a jamais peut-être été aussi fracturée. Mais cette jeunesse reste malgré tout résiliente, même si elle se vit comme une génération à part, et elle croit de moins en moins à ce que les jeunesses passées croyaient, notamment le politique. Alors on entend bien ce discours, mais alors comment va-t-elle vraiment changer le système? A-t-elle d'abord envie de changer le système? Comment va-t-elle changer le système? Et qui incarne à vos yeux, en France ou à l'étranger, la personnalité ou les mouvements qui pourraient entrevoir un vrai changement de système? Alors j'ai pas de nom à vous donner. Votre Fuck the System, je pense que la jeunesse peut être là-dedans. On l'a vu à l'élection présidentielle où jamais l'abstention, c'est le premier signe de ce rejet, de cet exit du système qui a été visible. On a vu 41% des primo-votants ne pas voter le 10 avril dernier. Alors que, contrairement à ce qui avait pu être anticipé, l'ensemble des Français ont un peu enrayé le cycle abstentionniste. Ils sont finalement allés voter à un niveau moins fort qu'en 2017, moins fort qu'en 2012, mais pas si mauvais que ça. Et on a de plus en plus une jeunesse qui se différencie du comportement électoral des autres Français. Elle vote de moins en moins. Et ce n'est pas une donnée. J'ai été assez déçu de certains discours sur « bah oui, c'est normal, les jeunes ne votent pas ». C'est faux. Il est arrivé dans les années 80, en 81, en 95, en 2007, c'est pas il y a si longtemps que ça, d'avoir des élections, des scrutins présidentiels où les jeunes ont voté autant, voire plus que l'ensemble des Français. En 2002, au second tour, Jean-Marie Le Pen a été submergé, si je puis dire, d'un survote, notamment venant des jeunes qui ont voté massivement. Donc les jeunes peuvent aller voter. Ce qui est très inquiétant, c'est ce décalage avec l'ensemble des Français. Et quand on les interroge sur les raisons du vote, et je réponds indirectement à votre question, est-ce qu'ils croient encore au système? Ce qui est très inquiétant, la première raison invoquée de l'abstention, dans toutes nos enquêtes depuis les régionales, même depuis les municipales, sous Covid, c'est ce que j'appelle une logique de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, ça ne change pas la vie. Voter, ça ne sert plus à rien. Et c'est là que les jeunes sortent du système.
Je parlais de la jeunesse des années 80, c'était pas une jeunesse si heureuse que ça. Il y avait un chômage de masse, il y avait le sida, il y avait un Premier ministre qui avait dit, en fait, à l'époque, vous êtes chômeur, vous n'avez qu'à créer votre entreprise. Alors maintenant, ça serait une idée géniale, mais à l'époque, ça avait beaucoup choqué. Pour autant, cette jeunesse était très optimiste, elle se projetait dans l'avenir parce qu'elle elle avait le sentiment que le politique pouvait changer la vie. Alors, et là, la vraie différence, et c'est pour ça qu'elle se vit à part et qu'elle est peut-être FUCK, le système, c'est qu'elle a désormais le sentiment que les solutions pour résoudre des grands problèmes, climat, inégalité femmes-hommes, c'est un vrai sujet pour la jeunesse, notamment pour les jeunes filles, les solutions se trouvent de moins en moins dans la sphère politique. D'accord, c'est une jeunesse quand même en 2022, lors de l'élection présidentielle, qui n'a pas tout révolutionné. Personne au sein de cette jeunesse n'est apparu comme émergent, comme personnalité émergente, encore une fois. Sur l'Ukraine, la Russie, je ne vois pas, sauf si je me trompe, je ne vois pas un leader de jeunesse qui dit « fuck the system, arrêtez tout ». On voit quand même que la politique est encore très présente et conduit beaucoup de manettes, tient beaucoup de manettes entre ses mains. Et alors comment les jeunes vont-ils pouvoir changer cette société si on doit aller vers ce fuck the system? 68, il n'y a pas eu fuck the system. Il y a eu une révolution, il y a eu une manifestation, mais il n'y a pas eu cette révolution. Alors, c'est pas un fuck the system, j'ai jamais dit autant de gros mots en public depuis très longtemps, mais ça me fait plaisir. Je vais le redire, c'est pas... Et en anglais, vous connaissez mon niveau d'anglais, Henri, c'est pas un fuck the system complet. La jeunesse a quand même voté, lorsqu'elle a voté pour Jean-Luc Mélenchon, pour Marine Le Pen, notamment les jeunesses. Les primo-votants ont voté plus pour Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Les 25-30 ans, la génération de l'insertion, celle qui peine à s'insérer plutôt sur un vote Le Pen. Mais, comment dire, cette jeunesse, elle est certes dépolitisée dans le sens où elle ne voit plus le vote comme le moyen naturel de changer la vie, de transformer le quotidien. C'est la parole, c'est la dimension performative, c'est la dimension qui crée le lien de confiance entre les politiques et les Français. Les jeunes, comme l'ensemble des Français, ne sont pas, Nicolas, sur une logique de tous pourris. Ils sont sur une logique de tous impuissants. Tous impuissants à résoudre la crise climatique, tous impuissants à mettre fin aux inégalités femmes-hommes et aux discriminations. C'est leurs deux grands sujets, le pouvoir d'achat, bien sûr. Et c'est vrai que cette jeunesse dépolitisée dans ce sens-là n'est pas désengagée. Dans l'enquête Nouvelle Vague, et vous me direz si je n'ai pas dépassé mon temps, je vais vite finir, elle est à 80% se déclare engagée sur la question du climat. Mais elle est de moins en moins sur une dimension collective, mais sur une dimension individuelle. Attendez Frédéric, on doit débattre et il y a peu de temps. Bon, je constate quand même les chiffres aussi et les réalités. Voilà, moi je cherche le leader qui pourrait incarner ce fuck the system en France. Est-ce que la jeunesse a besoin ou veut un leader? C'est la question, c'est pas à moi d'y répondre, c'est la question. Dernier point, et si on a le temps on reviendra, l'autre point qui vous marque, en tout cas auprès de cette génération, c'est son attachement à la famille ou retour à la famille. Donc si on a quelques minutes à la fin de ce débat, on reviendra parce que c'est une notion qui me paraît très importante, sauf si vous voulez le faire intervenir très rapidement. Sur en fait, la famille, c'est très très intéressant. Dans l'enquête Nouvelle Vague de 2021, c'est le mot préféré des Français, des jeunes Français, parce que la famille a été souvent un répit, un refuge pendant le Covid. Les liens se sont resserrés. Mais le tableau n'est pas si idyllique que cela quand on voit la fonction de la famille. Dans les premières enquêtes Nouvelle Vague, 57, 68, la famille était le lieu d'un conflit sur la place des femmes, sur les mœurs, sur la politique. Est-ce qu'on veut de Gaulle ou pas de Gaulle, la gauche ou pas la gauche? Là, ce qui est très intéressant de voir, c'est que la famille est un lieu où on ne débat plus. La part des jeunes qui parlent de sujets de société et de politique avec leurs parents a décru de 20 points par rapport aux années 60 parce que les jeunes et les moins jeunes, et c'est là qu'est la fracture, souvent, sur des sujets essentiels, se comprennent de moins en moins, chacun est dans son couloir. Merci. Henri Quinson, rebonjour. Alors vous avez eu un parcours, avez-vous dit « fuck the system » alors vous êtes franco-américain, je tiens à préciser. Donc je vais présenter assez rapidement le parcours d'Henri qui est assez intéressant et riche, en tous les cas original, atypique. Henri a été trader, il va vous en parler, et il est devenu moine. Et ensuite, il s'est marié et il a eu une nouvelle vie. Il est aujourd'hui professeur et il est très engagé auprès des jeunes à Marseille. Alors Henri, quand on passe de trader à moine, c'est une manière de dire « fuck the system ».
puisque vous étiez assez jeune quand vous avez fait cette transition, ce pas. C'était souvent une question des journalistes, parce que j'avais publié une autobiographie qui est disponible pour ceux que ça intéresse ici, qui était sortie juste après la crise des subprimes, et en effet les journalistes me posaient beaucoup la question. J'étais le gentil Jérôme Kerviel, j'étais pas parti avec la caisse, mais au contraire j'étais parti habiter pendant 15 ans dans une cité HLM à Marseille, donc dans des milieux défavorisés, une jeunesse très particulière d'ailleurs, on y reviendra. Et donc, c'était pas particulièrement pour effectivement refuser le système, mais c'était une grande déception pour les journalistes, parce qu'ils voulaient que je leur explique que le capitalisme c'était pas bien, que l'argent c'était pas bien, et c'est pas du tout mon discours. Moi, au contraire, je cherche à jeter des ponts entre des parties de la société française qui sont en effet très éloignés du marché de l'emploi, du monde de l'entreprise et de la politique en général, notamment dans ces quartiers qui sont marqués culturellement beaucoup par l'islam et socialement par la pauvreté du fait d'une immigration récente. Donc c'était plutôt pour construire. Moi je suis plutôt dans une logique d'être constructif, positif, ouvert. Mais il n'en demeure pas moins qu'en effet, j'entends bien les interrogations. Moi-même, j'en avais à l'époque sur le caractère éminemment spéculatif de mon métier, puisqu'on gérait à 5 traders l'équivalent de mémoire l'équivalent du budget de la Tunisie, et qu'on gagnait de l'argent si Ronald Reagan se grattait le bout du nez parce que les marchés d'échange évoluaient. Donc oui, il y a une vraie interrogation sur la place de l'argent, du monde matériel. Donc il y avait cette question, mais c'était une quête, personnellement une quête de sens, puisque c'est le thème des rencontres d'aujourd'hui. Et moi, c'est vraiment ça qui m'interroge, si vous voulez, par rapport à la jeune génération. D'une part, je pense que, connaissant donc des milieux très très différents, je pense qu'il y a une jeunesse, et je crois que Frédéric est d'accord, je n'ai pas lu son livre, mais j'ai écouté certaines de ses interviews, il est difficile de généraliser. Il y a à la fois une singularité propre à cette génération, en même temps des grandes différences. C'est-à-dire quand vous êtes plongé dans la cité Saint-Paul, comme je l'ai été pendant 15 ans, avant sa réhabilitation, vous êtes avec des jeunes qui sont dans un système scolaire qui est défaillant, des jeunes qui sont une cité qui est massivement soumise à l'absence d'emploi, en tout cas officiel. Je me rappelle d'une personne qui était venue faire un recensement et qui est arrivée dans notre appartement, m'a dit à Karim qui travaillait avec moi et moi-même, vous êtes maintenant la 3e et la 4e personne de la cité qui avait un travail. Tous les autres sont officiellement, en tout cas, sans travail. Donc c'est des chômages très impressionnants, un refuge identitaire, culturel et religieux qui permet d'exister, je dirais, sur le plan social, sur le plan personnel et sur le plan communautaire. Et donc je pense que la France, c'est le thème d'un autre sondeur qui a récemment insisté sur l'archipélisation de la France. Voilà, c'est toujours la même maison, donc ça va, l'IFOP. Mais donc je pense qu'il y a une grande fragmentation. Mais par rapport à cette histoire du système, je me rappelle d'une conversation avec l'ancien Premier ministre Raymond Barre, c'était une conversation privée, dans laquelle il m'expliquait qu'à sa génération, qui est la génération de mes parents, moi je suis né en 1961, à sa génération, à la Libération, les deux grands poumons intellectuels, culturels, et qui se prolongeaient par des institutions politiques, des partis politiques, des syndicats, c'était le marxisme, avec le Parti communiste, la CGT, d'un côté, et puis de l'autre côté, l'Église catholique, avec évidemment ces différents prolongements. Et il me semble qu'aujourd'hui, ces deux matrices idéologiques et institutionnelles ayant pris du plomb dans l'aile, on se retrouve avec un grand vide. Et la question pour moi, c'est en effet le surgissement de ces questions environnementales dans lesquelles, me semble-t-il, quand j'écoute les jeunes, puisque je suis professeur, je suis toujours entouré de jeunes, ce qui ressort en effet, c'est un grand pessimisme. Donc si vous avez tout le temps à la télévision et à la radio des collapsologues qui vous expliquent que c'est la fin du monde, il me semble qu'il y a deux attitudes possibles et très réalistes. Je parle sous le contrôle de Manon, mais je peux comprendre que face à ça, on se dise, il y a deux possibilités. Soit ce monde, en effet, est destiné à sa perte, et puisque nous sommes confrontés à la 6e grande extinction, il va falloir profiter de la vie au maximum, et donc
On a parlé ce matin du travail. Le travail n'est qu'un élément parmi d'autres et il s'agit de jouir de la vie le plus possible. On ne va pas construire une carrière parce que de toute façon, on ne sait pas ce que sera des lendemains. Il n'y aura pas de lendemain qui chante. Ou alors l'autre solution, c'est de se dire il faut absolument que dans mon travail, j'ai le sentiment d'avoir une mission en rapport avec la grande question du moment qui semble-t-il, alors après on peut en débattre, mais c'est comme ça qu'ils le perçoivent, c'est de sauver la planète et même de sauver le genre humain. Et donc, à ce moment-là, en effet, quand on part travailler le matin, on se dit, comme on entend que vraiment la situation est particulièrement dramatique, il faut absolument que mon travail soit en rapport. C'est plus une question de salaire, c'est plus une question de carrière, c'est plus une question forcément de temps de travail, mais il faut en effet que ce travail soit plus que simplement, on a parlé tout à l'heure, être un bon technicien, mais il faut que c'est un rapport avec cette grande cause. Et donc, je vois, moi, une conjonction assez intéressante à observer, c'est la disparition des grands référentiels religieux ou des grandes sagesses philosophiques et l'émergence de questions vraiment existentielles qui sont normalement pas le propre de la jeunesse. Mais je crois que cette jeunesse a toutes les qualités qu'on connaît à la jeunesse de génération en génération, mais qu'en effet elle est singulière parce qu'elle s'inscrit dans un moment qui est une crise civilisationnelle. Moi, j'ai pas peur de dire que c'est une crise spirituelle, c'est-à-dire que c'est une crise du sens de l'existence, pas simplement à titre individuel. Il y a un fort individualisme, mais paradoxalement, je trouve que c'est une génération qui est très sensible à l'universel, d'où d'ailleurs ce que j'ai constaté dans vos conclusions de sondagières, c'est que la France, c'est important, mais la planète, ça l'est encore plus. On ne peut pas dire, bon, moi, je m'intéresse qu'à la France, si la planète brûle, c'est pas important. La mondialisation a fait son œuvre aussi sur le plan des représentations du monde et des styles de vie. Alors Henri, même question. Est-ce que ces constats sont très intéressants, quête de sens, vous introduisez en plus la notion de spiritualité, vous partagez des points de vue de Frédéric. Cette jeunesse, vous la sentez prête à remettre complètement en cause le système, et comment peut-elle le faire? Comment le fait-elle? Est-ce que ça passe uniquement que par l'environnement, Moi, je crois que cette jeunesse est très intelligente et réaliste. Elle entend des choses que tout le monde peut entendre, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des grandes organisations multinationales qui sont un peu, on pourrait dire que c'est une espèce de néo-féodalité, c'est-à-dire que sur le papier, en effet, il y a des rois ou des présidents de la République, mais que leur pouvoir est devenu beaucoup plus limité, puisque les GAFA, les grandes entreprises, le système financier lui-même est finalement au cœur des décisions importantes, que ce soit pour l'emploi, l'orientation de la vie économique et sociale. Donc ça, c'est une première chose. En France, on parle beaucoup, et les politiques sont très forts pour se décharger de leurs responsabilités en disant « Ah oui, mais c'est l'Union européenne, c'est les réglementations, on n'y peut rien, nous, on est élus, certes, mais nos pouvoirs sont limités. » À force d'entendre ce discours, ils se disent qu'en effet, ce n'est pas la politique, en tout cas à l'échelle nationale ou peut-être de certaines grandes collectivités locales, les maires encore peuvent faire peut-être des choses, mais ils vont se réfugier dans la vie associative ou l'entreprise. Moi, je pense que l'entreprise, hier, je crois, on mentionnait le fait que le MEDEF, curieusement, en tout cas pour un pays comme la France, marqué par une pensée parfois un peu hostile au monde de l'entreprise, le MEDEF est relativement apprécié, les entreprises sont appréciées, parce que je note autour de moi que les jeunes savent que c'est des micro-réalisations qui peuvent éventuellement faire évoluer le système, et que c'est encore le petit pouvoir qui leur reste, l'innovation dans l'entreprise, les solutions locales. Alors Henri, je me permets de vous interrompre, on va donc enchaîner avec André Benoît, puisque si on lui pose la question « fuck the system », il va vous répondre non. Je ne vais pas répondre à sa place, mais il était étudiant à Montpellier, dans une école de commerce. Quand il a démarré sa formidable aventure, ça fait 25 ans que ça dure, plus de 80 salariés aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Non seulement il organise, donc il est spécialisé au départ autour des sports extrêmes, ensuite il s'est lancé dans la fabrication de matériel, il va nous en parler, et aujourd'hui son regard sera aussi très intéressant, le côté international, puisqu'il est donc présent à l'international, au Japon notamment et en Chine. Et troisième axe qui est très intéressant, il a développé des formations. Alors, Hervé, en préparant cet entretien, Fuck the System, je pense que ça ne t'est jamais venu à l'esprit. Donc, quel est ton regard aujourd'hui de cette société, de ces jeunes? Sont-ils extrêmes comme les sports extrêmes que tu développes et que tu as si bien mis sur le devant de la scène mondiale?
Mon avis là-dessus, c'est que justement non, je ne suis pas du tout en phase avec le titre de cette table ronde. Je pense déjà, dans mon contexte à moi, c'est qu'on parle de la jeunesse aujourd'hui, mais la jeunesse, elle n'est que le reflet de l'éducation que les enfants ont reçue des parents, et on est tous parents ici, donc si aujourd'hui on estime que la jeunesse c'est fuck the system, c'est qu'on a poussé nos enfants à ça. On parlait de la notion de la famille, peut-être parce que justement, dans l'éducation, on n'a pas su communiquer, échanger, partager des avis, que ce soit politique. Donc je pense déjà que si on estime qu'il y a un problème là-dessus, nous, en tant que parents, on en est responsables. Parce qu'en tout cas, moi, je vis depuis 25 ans, où sur le FIS Montpellier, c'est quelques centaines de milliers de jeunes, entre 6 et 25 ans, qui sont à peu près le target de l'événement. C'est des jeunes qui, pour la quasi-totalité, sont passionnés. Et moi, dans mes repères, depuis que je suis tout petit, c'est ça qui permet justement un épanouissement et d'être heureux, c'est de pouvoir avoir une passion, quelle qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive. Moi, de ce que j'en vois aussi, c'est que nos disciplines qu'on représente, les sports freestyle, on a réussi à faire entrer nos disciplines aux Jeux Olympiques. C'est devenu vraiment le fer de lance et le futur aussi pour les Jeux Olympiques. C'est que donc, on a une génération qui a envie de pratiquer des sports qui sont à la fois individuels, mais qui se pratiquent avec une tribu, avec des copains, parce qu'on ne va pas jeter des grosses figures si c'est pour que personne les voit. Donc ces jeunes dont on parle, ils sont prêts à prendre des risques mesurés, parce que dans nos sports, on en prend, mais si on tombe, on se fait mal, on ne peut pas le lendemain repartir sur son skate ou sur son BMX. Donc au contraire, je trouve que cette jeunesse, elle sait ce qu'elle veut quand même, et elle sait prendre les engagements pour y arriver. Donc pour moi, une fois de plus, on est parents quand même responsables, et cette jeunesse, au contraire, elle a envie de se passionner, elle a envie de découvrir, et je ne pense pas qu'elle ait à réfléchir de fuck ou pas le système. Elle ne pense pas tellement au système. On est aussi dans un univers qui est complètement différent, où depuis 15 ans, le moyen de média, c'est les réseaux sociaux. C'est une approche qui est complètement différente de ce que les autres générations ont pu vivre, dans lequel elles ont pu grandir. Donc c'est vrai que les codes sont différents. Il nous semble, à nous, adultes, décalés, mais ils ne sont qu'en phase avec les outils qu'ils ont autour d'eux. Une fois de plus, c'est mon avis. Et j'y vois au contraire, si on sait porter de l'intérêt à cette jeunesse, prendre un minimum de temps, elle a envie justement d'apprendre, de progresser et de s'épanouir. Pour faire encore je dirais, comparé avec nos disciplines qu'on représente, c'est que nous, on vient des sports freestyle, de sports appelés les fédérations internationales et le comité olympique de sports non organisés. Aujourd'hui, ce que je fais depuis 25 ans, c'est d'essayer de garder ce côté, entre guillemets, liberté, freestyle, qui sont les codes importants, mais de les organiser en organisant des Coupes du Monde, des Championnats du Monde, de leur permettre d'être aux Jeux Olympiques et de gagner une plus grosse, je dirais, notoriété. Et même au niveau pédagogique, la pratique de ces sports-là, il y a 25 ans, était hors de club. Elle était anti-club, justement. Et aujourd'hui, une grande partie de ces jeunes vont grandir, s'épanouir dans ces disciplines en étant structurés dans des clubs. Et la progression, d'ailleurs, est beaucoup plus importante qu'il y a 20 ans. En un an, vous progressez ce que nous, on progressait à l'époque en 4 ans. Donc j'ai un avis quand même différent sur ce thème, et au contraire, j'y vois énormément d'espoir, mais je vois, comme toutes les générations et tous les jeunes, l'importance d'avoir leurs pères, leurs aînés qui donnent des référents, qui donnent des règles et qui sont prêts à ouvrir et partager leurs avis, les échanger et les aider à grandir et à se faire leur propre avis. Et on parlait de politique tout à l'heure, peut-être d'un manque d'implication, faute, je pense aussi, aux médias, ou peut-être que les réseaux sociaux n'arrivent pas suffisamment à pénétrer cette jeunesse aussi, même s'ils essayent de le faire. Mais ils ne regardent plus la télévision aujourd'hui, ils n'écoutent pas trop la radio. Donc je pense que c'est bien ce thème, mais c'est pour d'abord se remettre, nous, adultes, parents que je suis, en cause aussi, et qu'au contraire, on a une jeunesse qui a envie, qui est prêt à prendre des risques et qui veut faire bien les choses. Alors très bien, Hervé, c'est un discours aussi différent qu'on a tous entendu, qu'on partage. Tu t'insistes beaucoup sur la transmission des parents, de l'éducation, mais c'est aussi une jeunesse qui va se construire par elle-même. Est-ce qu'à l'étranger, est-ce qu'à l'international, puisque tu travailles encore une fois notamment avec l'Asie,
Est-ce que tu sens une jeunesse différente? Est-ce que tu sens une remise en cause du système? Ou tu penses tout à l'heure, Henri parlait d'universalisme, c'est une notion, si on a un peu de temps, sur laquelle on reviendra aussi après. Ou est-ce que tu sens une jeunesse mondialement soudée? Alors, dans ma réponse, et je veux vraiment rester à ma place justement de mes compétences limitées là-dedans, mon expérience, elle est d'avoir organisé des FIS à l'étranger. J'en ai fait en Arabie Saoudite, j'en ai fait au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Canada. Et à chaque fois, justement, c'est ce que j'y vois dans cette jeunesse, qui soit elle est déjà passionnée et elle n'a qu'une envie, c'est d'adhérer et d'aller dedans, soit une jeunesse comme en Saoudi où elle découvre. Et quand même, ce que j'ai tendance à voir, c'est toujours des yeux qui brillent quand même, pas ce regard fuyant et vide, au contraire. Et j'aurais tendance à dire, alors avec des cultures qui sont tellement différentes que c'est difficile à comparer clairement, mais quand même avec une envie une envie quand même d'être heureux et d'arriver à s'épanouir dans quelque chose. C'est pour ça que j'insiste aussi sur cette notion de passion, où je pense que nos jeunes ont besoin de passion justement pour avoir des buts. Mais pour moi, ils ont leurs codes qui sont vraiment différents, les réseaux sociaux. Et donc forcément, c'est une jeunesse qui est différente de nous, mais qui a beaucoup de positivité. Alors, j'anime le plateau, mais je n'ai pas fait le plateau. Et nous avons donc une ancienne étudiante, elle vient juste de terminer ses études. Mais bon, elle a 25 ans, donc si une personne peut bien parler de la jeunesse, je vais présenter donc Manon. Merci d'être là avec nous. Alors, tu es la seule femme aussi sur ce plateau. Donc, la question que j'ai envie de te poser, alors tu as réussi après tes études, je vous conseille de lire sa page LinkedIn, elle résume très très bien ses doutes. Mais elle va en parler mieux que moi, donc je vais lui laisser très vite la parole. Mais quel est ton regard sur ta génération, puisqu'on parle de jeunesse, c'est ta génération. Est-elle vraiment très différente? Est-elle vraiment envie de remettre en cause le système? Et comment toi, à titre personnel, alors il y a beaucoup de questions, je suis désolé, tu as réussi à t'épanouir en donnant du sens à ta vie à travers le travail? Merci pour cette invitation et merci particulièrement à mon école, parce que l'école, c'est aussi l'endroit où on se construit en tant que jeune. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que je suis dans une position d'observation des jeunes, parce que j'ai eu la chance en tant qu'étudiante d'être aussi intervenante au sein de mon école, et je donnais un peu les clés parce que très jeune, je me suis intéressée aux questions d'employabilité. Mes parents réinséraient professionnellement des personnes en situation de handicap, donc c'est des sujets qui très tôt m'ont intéressée, et du coup je partageais un peu dans mon école des outils pour s'insérer professionnellement, pour utiliser LinkedIn, parce que parfois, et je trouve que c'était une façon très smart de dire peut-être que nous en tant qu'école on a aussi à apprendre des jeunes, et peut-être qu'on peut aussi vous faire confiance, croire en vous, et qui mieux que les jeunes finalement peuvent des fois du coup donner ces tips sur des outils comme par exemple LinkedIn, sur les réseaux sociaux, pour se mettre en visibilité, pour réussir à toucher des recruteurs. Donc voilà, d'abord pour ça. Ensuite, j'ai un regard très positif par rapport à la jeunesse, parce que je pense qu'on a effectivement envie parfois de changer les choses. Après, est-ce qu'on a totalement envie de changer le système? De quelle manière on a envie de le faire? Je pense que c'est des questions importantes à se poser. Est-ce qu'on a envie de totalement changer le système? Par exemple, un exemple très concret sur des questions, par exemple, d'écologie. Moi, la première, j'ai envie de chérir la planète, de faire attention, mais est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices personnels? Et si je pose la question, je ne sais pas, aux jeunes dans les écoles, est-ce que demain on est prêt à plus du tout prendre l'avion? Je ne suis pas sûre qu'on soit prêt à aller aussi loin dans les sacrifices, donc je ne pense pas qu'on a envie non plus de tout changer, tout révolutionner. Donc finalement, c'est important de se questionner là-dessus, et c'est aussi de se dire comment on veut changer les choses. Je pense que chaque personne, chaque jeune a sa manière de vouloir changer les choses. On peut changer les choses avec un engagement politique, on peut peut-être changer les choses avec un engagement dans le milieu associatif, peut-être en entreprenant, comme par exemple je suis entrepreneuse et c'est ma manière à moi de contribuer à peut-être améliorer des choses ou changer les règles du jeu, ou on peut le faire au sein même d'une entreprise, parce que tous les jeunes ne sont pas entrepreneurs.
Il y a aussi des jeunes qui sont dans des entreprises et qui mettent en place des choses positives pour améliorer les choses. J'ai été dans un grand groupe pendant plusieurs années où on donnait, pendant plusieurs années d'alternance, où on donnait la parole aux jeunes et on m'engageait dans des projets. Je me sentais vachement valorisée en tant que jeune, qu'on me fasse confiance. Et d'ailleurs, j'avais envie de rendre x10 à l'entreprise qui m'avait fait confiance et qui m'avait donné un petit peu de responsabilité. Et je trouvais vraiment du sens à pouvoir apporter quelque chose de positif du coup à l'entreprise, sur des sujets par exemple de reconnaissance des salariés, on faisait un peu du mentorat inversé, donc je mentorais des personnes qui étaient presque dans des comités exécutifs à utiliser LinkedIn et quel message on peut faire passer, comment on peut finalement capter une audience à travers les réseaux sociaux. Donc je pense effectivement qu'on a envie de changer les choses, mais peut-être plutôt d'adapter certaines choses. Et quand tout à l'heure tu posais la question, est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent dans changer le système, parce que je suis pas trop fan du fuck the system, pour moi c'est pas ça, mais dans changer les choses, pour moi il y a des entrepreneurs par exemple qui m'inspirent. Je pense à l'entreprise Too Good To Go, où c'est une fondatrice qui est finalement elle avait envie d'avoir un impact sur le gaspillage alimentaire, et je trouve que c'est une hyper belle manière d'améliorer finalement les choses. Je pense aussi à Time for the Planet qui fait le buzz, et j'ai plein de jeunes autour de moi qui deviennent associés de Time for the Planet, parce qu'ils se reconnaissent dans ce système, parce qu'ils ont envie d'apporter leur contribution, ils ont envie de s'engager. Donc je pense qu'il y a effectivement plein de manières de le faire. Et je pense que, pareil, ça me questionne sur le monde de l'entreprise. J'ai beaucoup d'interactions du coup avec des jeunes, parce que j'interviens dans des écoles, et aussi avec des entreprises qui me disent « Mais Manon, je ne sais pas comment faire pour communiquer avec les jeunes. Parfois, je me sens un peu à côté de la plaque. » Mais pour moi, je suis à fond pour les liens intergénérationnels, parce que on a autant à s'apprendre les uns des autres, et c'est important, je pense, d'encourager la communication d'un côté. Dans les écoles, je trouve que c'est hyper positif que nos écoles nous encouragent à communiquer, et ça arrive dans le monde de l'entreprise où on trouve pas ce qu'on veut, mais je pense qu'au lieu de nous dire on va claquer la porte et on va partir aux 3 premières choses qui nous plaisent pas, peut-être plus communiquer. Et moi, si on m'avait dit par exemple un peu plus tôt, tu peux dire à ton entreprise qu'il y a des points qui te correspondent pas totalement, et on peut ouvrir un débat là-dessus de façon harmonieuse, de façon calme, ça évite parfois des incompréhensions, et c'est important du coup cette communication assertive, si on peut dire. Est-ce que tu considères que ta jeunesse, ta génération plutôt, est heureuse malgré tout ? Je pense que c'est une question, dire si on est heureux ou pas, je ne sais pas, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on est désespéré complètement. On a quand même fait face au Covid, où je me dis, moi, à l'âge du Covid, j'avais déjà passé les soirées étudiantes et tout ça, même si j'en fais encore peut-être un petit peu, mais j'étais pas. Et je me dis, pour des jeunes de 18 ans qui restaient enfermés 2 ans chez eux, je trouve que je ne suis pas tellement défaitiste de voir là les jeunes, avec toutes les épreuves qu'ils ont réussi à passer, et un contexte qui n'est pas toujours incroyable. Je suis assez positive finalement quand je les regarde. Alors, on a parlé beaucoup de politique. J'aurai une question tout à l'heure pour Frédéric à nouveau. On a parlé aussi beaucoup d'entreprises. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui caractérise cette génération. On a parlé de spiritualité, de sport, donc de valeurs, de famille. On a peu parlé de numérique. C'est une génération qui est de plus en plus digitale. Le métaverse arrive. Est-ce que votre génération aussi... Est-ce que tu penses qu'à un moment, votre génération va dire stop, on va trop loin, ou au contraire, basculer encore plus loin dans ce monde virtuel? Quel est ton regard par rapport à ça? Je pense en fait qu'on s'est adapté, parce qu'effectivement, on a des nouvelles façons de communiquer, on a des outils en plus, mais au contraire, je pense que pour échanger avec des centaines de jeunes chaque mois à travers des interventions, je pense qu'on ne veut pas dire OK le digital et fuck l'humain, on veut allier l'humain et le digital, et au contraire, plein de jeunes me disent écoute, j'aimerais bien toucher plus de personnes sur LinkedIn, mais comment je peux les toucher? Et je dis toujours humaniser vos interactions. Si vous contactez quelqu'un, que vous lui dites salut, tu peux m'aider, je veux un job, la personne ne va pas vous répondre. Intéressez-vous à lui, mettez de l'humain au cœur de tout. Et je dis toujours, j'ai un discours assez positif. J'ai plein de personnes de l'âge de mes parents qui m'ont mentoré, qui m'ont donné des conseils, parce que je leur disais mes parents n'ont pas fait d'études, ils sont un peu à côté de la plaque parfois sur mes choix à moi, même s'ils m'ont donné des valeurs incroyables dans ma vie. Et j'ai eu
des mentors qui faisaient partie de comités exécutifs de grosses boîtes, qui étaient engagés dans la politique et qui ont accepté de m'aider alors que j'avais 19-20 ans, que je frappais à leur porte et que je leur disais j'ai besoin d'aide. Donc je pense que c'est juste des messages à faire passer, à dire aux jeunes ok, je suis peut-être de la génération de tes parents, mais je suis ouvert à à pouvoir te transmettre, même si on ne parle pas toujours le même langage parce qu'on n'a peut-être pas toujours les mêmes codes, on peut s'apporter les uns les autres et on peut avoir une façon positive de s'élever ensemble. Et je trouve ça hyper valorisant en tant que jeune quand j'ai le sentiment que je peux aussi apporter à quelqu'un de la génération de mes parents, par exemple, et qu'il y a une transmission mutuelle qui se fait. Il n'y a rien de plus beau, je trouve. Je me dis, waouh, cette personne me transmet et m'aide à m'élever, et moi aussi, peut-être, à travers son utilisation des réseaux sociaux ou pour comprendre les jeunes, je peux aussi l'aider, donc c'est hyper important. Alors, en préparant cette interview, Henri m'a dit, on aurait dû baptiser cette table ronde « Future of the System ». Donc on voit quand même qu'après... Fuck the future, oui, voilà. Ouais. Il y a un peu ça, mais moi je suis très frappé d'entendre de la part des plus jeunes un côté très optimiste, concret et dans une dynamique. Et je voudrais souligner... Frédéric pourra me contredire éventuellement, mais évidemment, un sondage, un diagnostic, c'est quelque chose de statique, c'est une image. Et moi, je suis frappé par la plasticité. Alors, les jeunes sont ceux qui sont les plus souples pour réagir à des situations nouvelles. Je rebondis sur ce qu'a dit Hervé sur le sport. Ayant vécu, par exemple, dans des milieux très différents du mien, et notamment marqués par, on parlait de l'Arabie Saoudite, marqués par l'islam, je me rappelle avoir rencontré, c'est pour dire que les choses peuvent évoluer très vite. C'est une anecdote, mais très significative. Je me rappelle d'un jeune du quartier, puisqu'on avait décidé donc d'habiter avec les gens, et ça c'est quelque chose de très important, c'est qu'au-delà de ces questions numériques, je ressens chez les jeunes un grand besoin au contraire de communauté, de fraternité, d'où peut-être l'importance de la cellule familiale. Et donc nous on avait décidé d'aller habiter dans ce quartier, sans forcément proposer des choses au départ. Et je me rappelle d'un jeune Abdou qui au début me parlait les yeux fermés, parce que je portais une petite croix au cou. Et je lui dis, mais pourquoi tu me parles les yeux fermés? Il me dit, ouais, parce que dans le Coran, on n'a pas le droit de regarder les croix. Alors je lui dis, mais moi j'ai lu plusieurs fois le Coran, il n'y a absolument aucun verset, aucune sirate qui t'oblige à faire ça. Il n'est pas du tout convaincu par ma petite tentative de dialogue interreligieux selon le Concile Vatican II. Et on en reste là. Et puis 6 mois plus tard, je le rencontre à nouveau. Et cette fois-ci, ce qui lui avait ouvert les yeux, c'est qu'il voulait venir jouer au Scrabble à l'appartement, parce qu'il voyait que ses copains se marraient bien le mercredi après-midi où il n'avait rien à faire. Donc là, pour gagner la partie, il devait ouvrir les yeux. Et donc, en effet, c'est par un terrain totalement différent du terrain culturel ou religieux qu'on arrivait à créer des contacts. Je pense que le sport, c'est un lieu vraiment très important dans lequel on peut découvrir notre humanité commune, au-delà de systèmes, de vision du monde, de styles de vie qui pourraient éventuellement nous séparer ou nous opposer. Et donc, ce que je constate dans cette histoire, c'est qu'en fait, en l'espace, avec la proximité et la durée, assez rapidement, les choses peuvent évoluer. Donc, quand on fait un sondage aujourd'hui, suite à des chocs, le terrorisme, le Covid, etc., bien sûr, au moment de faire le sondage, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est d'avoir à l'IFOP un historique, parce que ce qui est intéressant, c'est la courbe. Mais il peut y avoir un moment où on prend une photo et peut-être que les traits sont particulièrement accusés, mais que dans un second temps, il peut y avoir des adaptations. On va devoir bientôt conclure. Donc, chacun d'entre vous va avoir 1 minute pour conclure, hein, c'est ce qu'on avait prévu. Avant, j'aimerais juste redonner la parole à Frédéric, qui à plusieurs reprises, j'ai vu, avait envie de dire des choses. Non, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Manon, parce qu'elle a, par son expérience, par le récit que tu as fait, tordu le cou à un discours un peu médiatique sur la guerre des générations qui arrive, les jeunes qui haïssent les personnes âgées, etc. D'une part, ce n'est pas le cas. Ça avait été mis en scène par une des chansons des Enfoirés il y a quelques années, qui avait fait que Jean-Jacques Goldman, qui ne prend plus la parole depuis des années, a pris la parole lorsqu'on voyait un groupe de jeunes faisant face à un groupe de moins jeunes. Les jeunes disaient, vous nous laissez une planète dans un sale état, vous avez joui de la vie. Et les plus vieux disant, nous on a eu une vie très dure, on a eu le chômage, on a eu le sida. Et c'est pas du tout le discours que nous tiennent les Français. Et même sur la question du climat, les jeunes se comportent un peu comme le Bonaparte au Pont d'Arcole. Ils sont extrêmement en leadership, ils sont extrêmement en entraînement, ils sont dans une logique de mentorat, pour reprendre ton terme, vis-à-vis des générations plus âgées. Là où en revanche il y a un conflit, il faut le dire, une véritable colère, c'est vis-à-vis des responsables politiques ou
le discours c'est, vous n'avez fait que procrastiner avec vos COP 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 19 ou 22 et vous n'avez pas résolu le problème. Même chose pour la question des inégalités et des discriminations. Pas de débat sur le wokisme ici, mais dans les années 80, il y avait une prise de conscience des inégalités, des discriminations, mais on avait le sentiment que le politique pouvait régler les choses. Là, la vraie différence, c'est qu'une partie, non pas majoritaire, un sondage, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence, il faut regarder la minorité, il faut regarder la courte majorité, mais une part très importante de jeunes, on va dire 4 sur 10, ont le sentiment que les inégalités, les discriminations sont construites, sont entretenues notamment par les pouvoirs publics. Ok. C'est un engagement politique, quoi, sur un point de vue politique, mais les jeunes peuvent s'engager. Il y a de plus en plus aussi de députés de plus en plus jeunes, il y a des présidents plus jeunes. Je pense que la jeunesse peut aussi, si elle veut, changer le politique et changer le système. Mais on va pas, malheureusement, on doit conclure. Donc vous avez 1 minute chacun pour donner votre vision de cette table ronde et votre ressenti. Nous allons commencer par Manon. Vas-y. Pour conclure, ce que j'aurais envie de dire, c'est finalement ayons confiance en la jeunesse, et c'est quand on donne sa confiance, je pense qu'on a envie de la rendre en tant que jeune. Et puis après, c'est privilégions les liens intergénérationnels, le fait, par exemple, le mentorat, je trouve que c'est un formidable outil, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou à l'école, d'avoir des mentors. Et d'ailleurs, c'est aussi mon école qui m'a permis de faire des études sur le mentorat. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour transmettre, réussir à se comprendre. Et ce dur, des fois, je dis à mon mentor, j'ai le sentiment que ok, t'as plus d'expérience que moi, mais t'es à côté de la plaque, et on se dit les choses, ça permet de s'élever, comme je le disais, de mieux comprendre. Et je pense qu'à travers nos discussions, c'est aussi une élévation mutuelle. Hervé. Je reprends un petit peu ce que je disais. Je pense que depuis la nuit des temps, la jeunesse s'est faite de par l'éducation qu'elle reçoit, et qu'au travers de cette éducation, un des piliers, pour moi, est de permettre à cette jeunesse d'avoir confiance en elle. Donc cette confiance, elle doit se forger, il doit y avoir des échecs pour pouvoir se relever, mais je pense que on a la chance d'avoir la jeunesse qu'on a, et on est, nous, adultes, parents, acteurs du futur et de cette jeunesse qui va construire justement le futur, mais elle sera quand même malgré tout impulsée à un moment donné par ce qu'ils ont reçu, le cadre dans lequel on les a conditionnés, dans lequel on les a mis, et avec un grand mot, faisant confiance à notre jeunesse. Henri, pardon. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas se cacher les énormes défis de cette génération. Et de ce fait-là, c'est certainement une génération qui va avoir une tâche passionnante, mais passionnante peut-être dans les deux sens du terme, c'est-à-dire il y a un boulot pas évident, et en même temps les ressources humaines sont toujours très étonnantes, et je pense que c'est très difficile de pouvoir prédire ce qui va sortir des challenges qui sont devant nous. Personnellement, c'est un privilège de travailler avec les jeunes, je leur fais en effet confiance, et je pense qu'ils ont de très belles cartes en main. Oui, Fox the System, c'est une belle table ronde, ça claque comme nom, mais ça ne correspond pas complètement à une réalité. C'est vrai que les jeunes sont fâchés vis-à-vis de la sphère politique qui n'est plus le lieu des solutions, de changer la vie, mais pas complètement. Il y a les politiques locales où on voit concrètement le politique qui peut transformer son quotidien. Vous le disiez Henri tout à l'heure, jamais autant de jeunes ne se sont engagés en politique. Les responsables de beaucoup de grands partis sont des moins de 30 ans ou de 35 ans, mais c'est vrai que si le système politique apparaît pour beaucoup de jeunes vicié, les jeunes trouvent d'autres espaces, d'autres temporalités, d'autres lieux. L'entreprise n'a jamais eu autant la cote auprès des jeunes. Il y a encore 10 ans, il y avait un sondage Ipsos, un de mes confrères, qui montrait que le premier choix des jeunes qui voulaient travailler était de devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, c'est d'être salarié du secteur privé. CDD ou CDI, ce n'est pas la question pour eux. Et plus que jamais, et je rejoins ce que dit Hervé, les jeunes croient en eux. Le Covid n'a pas entamé cette capacité à se projeter et à mêler comme jamais la réussite personnelle et la réussite professionnelle. Merci. Merci beaucoup. Alors vous pouvez...
Henri et Frédéric ont écrit des livres qui sont en vente à l'espace librairie, dans l'espace librairie. Il y a aussi l'ouvrage Les déviations, Laurent, et je me tourne vers Laurent Moisson que vous avez vu tout à l'heure. Vous pouvez discuter avec eux, ils dédicaceront très volontiers ces livres. Merci beaucoup.